thème de la vie, pour ne pas dire l'immortalité, mais la vie plus longue, m'intéressait. Bien avant l'écriture du roman, j'avais exploré ce thème pour un scénario que j'avais écrit, où mais c'était une histoire de science-fiction qui traitait ce sujet. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qu'il me restait à explorer dans un domaine plus réaliste, plus immédiat. Euh, et donc cette quête, je devais terminer, enfin je voulais écrire Le Dernier Templier, mais l'idée était déjà là, et pendant l'écriture du Dernier Templier, elle ne faisait que grandir, et j'avais hâte de plonger dedans une fois terminé. Oui, absolument. Ce qui m'importait le plus au départ, c'est de pouvoir traiter, enfin le challenge dans cette histoire, c'était de prendre un sujet qui est peut-être fantastique, la possibilité de vivre plus longtemps, et de traiter ça dans une histoire très réaliste qui semblerait très possible. Et le départ de ça, c'est de faire des recherches pour voir est-ce que c'est possible. Et donc, j'ai passé peut-être 4-5 mois à rechercher le côté médical de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait, pourquoi est-ce qu'on meurt, pourquoi est-ce que nos corps vieillissent, est-ce que c'est génétiquement préconçu, ou est-ce que c'est autre chose. Et je devais attendre pour voir est-ce que je peux arriver à un point où médicalement c'est possible, et ça ce serait le point de départ du livre. Et en fait, j'ai trouvé des choses très surprenantes et très optimistes sur ce point de vue. Disons que c'est une différence de point de vue. L'analogie facile, c'est de penser à il y a 50 ans, quand quelqu'un vieillissait et il commençait à perdre la mémoire et à dire, on disait ah mais il est vieux, c'est la sénilité. Et puis ils ont découvert en fait que ce n'est pas quelque chose génétiquement codé en nous, que c'est une maladie, et on appelle ça Alzheimer's disease. Et c'est une maladie où on peut chercher une cure. Donc l'attitude a changé de voir la sénilité comme quelque chose qui doit se passer, à accepter que c'est en fait un problème médical où il y a peut-être une solution. Euh, avec l'âge, la vieillesse, euh, maintenant, dans les dernières 10 années, il y a eu aussi ce changement du côté des médecins et des scientifiques qui explorent ça. Ils ont changé d'approche en disant ce n'est pas quelque chose nécessairement de génétiquement codé. On n'est pas génétiquement codé à mourir. C'est une chaîne d'événements médicaux qui peuvent être traités, qui peuvent être retardés ou réparés. Et si on peut réparer ça, il n'y a pas de limite. Hein. Déjà, on vit bien. La vie humaine en moyenne, dans l'Ouest, se prolonge d'un quart d'année par année. On vit plus longtemps en moyenne. Donc, c'est déjà les, les- les avances médicales sont déjà en train de retarder la vieillesse. On vit plus longtemps, mais en meilleure santé. Et donc, c'est un exercice, mais c'est un domaine de recherche très 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 dur, parce que les gens qui veulent faire ces recherches, c'est la recherche la plus dure à faire, pour plusieurs raisons. Dès qu'un médecin commence à dire je veux explorer l'anti-vieillesse, on le traite déjà il se positionne en tant que un charlatan. Enfin, il y a tout ce côté euh, de perception euh, auquel il doit se battre. Euh, Aux États-Unis, ce domaine-là n'est pas financé par le gouvernement, parce que le gouvernement, qui est assez conservateur,
les comités bioéthiques du gouvernement américain prennent l'idée que la mort, c'est quelque chose de prédéterminé, c'est la noblesse humaine et il ne faut pas toucher à ça. Donc il n'y a pas les financements qu'il y a pour le cancer ou le sida. Et puis le plus gros problème aussi qu'ils ont, c'est que pour tester ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tester des humains et il faut les regarder pendant 20 ans, 30 ans pour voir si ce qu'ils essaient si ça marche. Et il y a 99 chances sur 100 ou même moins que ça ne va pas marcher. Donc il faut vraiment avoir un appétit de tester, de consacrer sa vie pour quelque chose à tellement long terme qui va probablement ne pas aboutir à quelque chose. Donc il faut vraiment être messianique pour vouloir affronter ça. Oui, il y a deux personnages d'histoire. Déjà au départ, je m'intéressais aux personnages mythiques du comte de Saint-Germain, où il y a eu beaucoup enfin, il y a beaucoup de littérature à propos de lui. C'était un personnage très marrant d'essayer de créer dans un contexte réel, avec une histoire qui semble vraiment vraie. Mais le moment où l'histoire a vraiment s'est concrétisée pour moi, c'était la découverte d'un personnage italien qui s'appelle Raimondo di Sangro, le prince de San Severo, qui était un homme remarquable qui a fait des découvertes scientifiques. Il avait créé, par exemple, pour son roi, un manteau imperméable. À l'époque, ça n'existait pas. Pour quand il va à la chasse. Et dans son laboratoire, déjà, enfin, c'est à Naples, il y a toujours sa chapelle, où il y a son laboratoire sous la chapelle. Et c'est un personnage très très marrant. Et en fait, j'ai découvert que que Raimondo di Sangro et le comte de Saint-Germain, dans la littérature, sont nés la même année. Donc c'était un petit déclic qui m'a dit forcément, enfin ça c'était quand j'ai trouvé le monde de Sangro, l'histoire est immédiatement s'est concrétisée instantanément. Oui, j'aime beaucoup ça. Enfin, je trouve que j'écris le genre d'histoire que j'aime beaucoup lire et que je ne trouve pas, que je ne lis pas. Enfin, je ne trouve pas ça peut-être ailleurs. Cette quête, c'est une quête, enfin, la quête de- du personnage de Saint-Germain qui a commencé il y a 400 ans, 500 ans et qui continue toujours. J'aime beaucoup cette parallèle entre l'histoire et puis aussi d'un côté, ça m'aide ça me présente l'opportunité d'explorer où est-ce qu'on en est dans nos attitudes envers ces choses-là. Est-ce qu'on a vraiment avancé? Est-ce qu'on est toujours dans ces points de vue en ce qui concerne notre approche à des grandes questions qui sont peut-être on a toujours peur d'affronter ces idées, comme on le voit aux États-Unis aujourd'hui avec les comités bioéthiques euh, du, du bientôt ex-président, disons. L'histoire allait se passer en Irak. Au départ, quand j'ai conçu l'histoire, ça m'intéressait de voir est-ce que, avec tout ce qui se passe en Irak en ce moment, avec l'horreur de cette guerre interminable, est-ce que en fiction on pouvait sortir quelque chose d'un peu optimiste, d'un peu où tous ces dégâts, toutes ces tragédies donnent, permet à une découverte cachée dans l'histoire à sortir. Euh, et, euh, et donc l'histoire a été conçue comme ça. Et à l'époque où je devais commencer à écrire le roman, la guerre en était entre
Hezbollah et Israël s'est déclenché au Liban. Et j'étais tellement en colère pour cette guerre et attristé par ça. Donc j'ai pas écrit cet été-là. Et puis à la fin, quand il y a eu le ceasefire, le cessez-le-feu, à la fin de l'été, j'ai soudain pensé que non, cette histoire devrait se passer à Beyrouth et pas à Bagdad. Aussi parce que l'idée d'une archéologue américaine qui se balade à Bagdad à rechercher des petits ne me semblait plus réaliste aussi, avec tout ce qui s'est la guerre à Bagdad devenait de plus en plus féroce et je ne pouvais pas concevoir des civiliens qui sont là-bas juste pour des questions un peu dilettantes, étant donné l'ambiance. Et donc c'était assez émotionnel d'écrire ce roman en real time, c'est-à-dire j'écrivais des scènes où c'était littéralement, je les écrivais le jour même où donc j'appelais mes amis à Beyrouth pour dire quel temps il fait aujourd'hui, il y a une manifestation aujourd'hui contre la guerre, décrivez-la moi. Enfin, j'étais pas là-bas, mais j'étais sur Skype tout le temps, et donc c'était vraiment et je pense que, enfin, j'espère que c'est ressorti dans les pages ce côté émotionnel. Disons que ça me passionne dans le point de vue où c'est la clé à rentrer dans le mystère du passé, dans un roman. C'est plus logique. Enfin, c'est une entrée naturelle. Le personnage d'Evelyn est basé en fait sur une amie à notre famille, une américaine qui était basée au Liban pendant toutes les années 60 et 70 jusqu'à la guerre, qui est peut-être l'archéologue la plus connue, disons, pour le Moyen-Orient, qui a fait des chantiers au Liban, en Jordanie, en Israël, partout dans la région. Et on était enfin mes parents et nos familles étaient très amis. J'ai vécu ça avec elle et avec ses enfants. Et donc Evelyn, c'est vraiment, enfin, dans mon premier, quand j'écrivais le roman, le personnage d'Evelyn s'appelait Martha, en fait, qui est son nom. Donc je visualisais Martha et c'était elle. Mais je ne voulais pas que Mia soit archéologue non plus, parce qu'il y avait cette capacité médicale qu'elle devait avoir. Et puis je suis tombé sur un article dans le National Geographic qui parlait des généticiens qui travaillaient sur l'origine des Phéniciens, parce qu'en fait on sait très peu sur l'origine des Phéniciens et qui ils étaient, d'où est-ce qu'ils sont venus, où est-ce qu'ils ont été. Il n'y a pas de documents qui sont restés de leur part. Donc, donc ça m'a semblé la bonne approche pour Mia, que c'est quelqu'un qui est là-bas pour explorer l'origine des Libanais en fait. Dans le nouveau, il n'y a pas, il y a pas un passage au passé. Donc, c'est une histoire entièrement contemporaine, mais c'est une histoire qui explore la religion aussi. Et il y a des clins d'œil au passé en tant que ça a à faire avec les monastères en Égypte, les monastères de la vallée de Natroun, un personnage qui pourrait être le nouveau prophète pour une nouvelle religion. Donc c'est quand même le thème de la science et de la religion, de la spiritualité, disons. Mais il n'y a pas une histoire parallèle qui se passe dans le passé. Il y en aura dans le 4e, mais pas dans celui-là.